j'ai empoisonné le vin de mon frère aîné lors du dîner de Noël, et en le voyant convulser sur le tapis perçant de notre maison familiale à Neuilly, j'ai ressenti pour la première fois depuis des années une paix absolue, comme si le monde entier s'était enfin aligné sur ma rage. Ce n'était pas de l'arsenic, non trop vulgaire, trop détectable pour un esprit comme le mien, mais un extrait subtil de digital pourpre, cueilli dans les jardins du Luxembourg un après-midi pluvieux, dosé avec la précision d'un horloger suisse. Et pendant que ma mère hurlait et que mon père composait frénétiquement le numéro des pompiers, je me suis levé calmement, j'ai rempli mon verre de Bordeaux et j'ai porté un toast silencieux à l'absence qui m'avait forgé. Ce toast, personne ne l'a remarqué, bien sûr. Les sirènes ont déchiré la nuit de décembre 2024, et avec elles, le voile d'hypocrisie qui recouvrait notre petite dynastie bourgeoise. Mon frère, Alexandre, l'héritier parfait, le golden boy de la famille Duval, gisait là, les lèvres bleues, les yeux exorbités comme ceux d'un poisson abandonné sur le quai d'une Seine polluée. À 42 ans, il était le pilier, avocat chez Gilles Loirette-Nouel, marié à une héritière du quartier latin, père de 2 enfants aux prénoms ridicules Léa et Théo, comme sorti d'un catalogue de bourgeoisie en toc. Moi, Héloïse, la cadette invisible, la tache sur le tableau de maître, j'avais 35 ans et un CV qui puait l'échec, un master en littérature comparée à la Sorbonne, abandonné à mi-chemin pour un job de correctrice freelance, et une série de relations foireuses qui m'avaient laissé avec plus de cicatrices que de souvenirs tendres. Tout a commencé, ou plutôt a basculé, 6 mois plus tôt, à l'occasion de l'anniversaire de mes parents. 50 ans de mariage ou un record dans notre milieu, où les alliances se nouent et se dénouent comme des contrats boursiers. Ils avaient organisé une réception somptueuse au pavillon royal, au bord du lac du Bois de Boulogne, avec un traiteur qui facturait plus cher que mon loyer annuel dans mon studio exigu du 18e arrondissement. 100 invités, des notaires bedonnants de la rive droite, des galeristes snobs de Saint-Germain-des-Prés, et même un ministre retraité qui avait fait de mon père son bras droit lors de la privatisation des chemins de fer dans les années 90. Papa, Henri Duval, était un pilier de l'establishment, ancien DG d'une filiale de la SNCF, maintenant consultant en optimisation stratégique pour des fonds qataris discrets. Maman, Claire, une ex-prof de lettres au lycée Henri IV, avait troqué ses camus pour des dîners en ville et des coquetteries qui masquaient une amertume tenace. J'étais arrivé en retard, comme toujours, avec une bouteille de Sancerre bon marché enveloppée dans du papier cadeau froissé au mon geste symbolique de rébellion dans ce théâtre de l'opulence. La soirée battait son plein, rire forcé, cliquetis de coupes de cristal, et l'orchestre de chambre qui massacrait du Ravel pour distraire les âmes en peine. Alexandre était là, bien sûr, impeccable dans son costume sur mesure, sa femme pendue à son bras comme un accessoire de luxe. Il m'avait à peine salué, un hochement de tête distrait avant de se replonger dans une conversation sur les mérites du macronisme tardif. Mes parents ? Un baiser sur la joue, distant, et un « tu vas bien, ma chérie », qui sonnait comme une formalité administrative. Puis, le clou du spectacle, l'album photo. Projeté sur un écran géant, un diaporama PowerPoint artisanal, assemblé par maman avec un soin maniaque. Ce dont nous sommes fiers, clamait la légende d'ouverture en lettres cursives dorées. Des images défilaient, bébé Alexandre dans son berceau en acajou, ses premiers pas dans le jardin de notre maison de banlieue, son diplôme de Harvard, oui, Harvard, parce que Sciences Po n'était pas assez international. Puis, sa promotion, son mariage à l'église Saint-Sulpice, les échographies de Léa et Théo. Et moi ? Une photo floue de mes 6 ans, en arrière-plan d'une scène où Alexandre recevait un prix scolaire, ma silhouette pixelisée comme une erreur de montage. Pas une seule image solo. Pas un mot sur mes nuits passées à disséquer Proust pour un mémoire que personne n'a lu. Ce dont nous sommes fiers et je n'y figurais pas. Ou si peu, relégué au rang de figurante. J'ai senti la bile monter, acide, brûlante, comme un café trop serré avalé à jeun. Assise à une table périphérique, entourée de cousins éloignés qui me demandaient poliment si j'avais enfin trouvé un vrai boulot, j'ai sorti mon téléphone. Les réseaux sociaux, ce miroir déformant de nos vies truquées, étaient déjà en effervescence. Maman avait posté l'album en ligne, sur Instagram et Facebook, avec des hashtags famille Duval 50 ans de bonheur fierté éternelle. Les likes pleuvaient, 247 en 1 heure. Des commentaires élogieux, quelle belle famille, Alexandre est un exemple pour nous tous. Et moi ? Tagué une fois, sur cette photo d'enfance où je ressemblais à un fantôme. Ce soir-là, de retour dans mon appartement qui sentait le moisi et le regret, j'ai ouvert une bouteille de rouge bas de gamme et j'ai scrollé jusqu'à l'aube. Chaque image était un coup de poignard, Alexandre en costume 3 pièces lors de son serment d'avocat,
entouré de mes parents rayonnants, la maison familiale rénovée avec l'argent de ses primes, sans un merci pour les week-ends que j'avais passés à repeindre les murs pour payer mes études. J'ai pleuré, d'abord en silence, puis en hurlements étouffés contre l'oreiller. Pas de larmes de tristesse, non de rage pure, viscérale, celle qui fait trembler les fondations d'une âme. Pourquoi eux? Pourquoi lui? J'avais sacrifié tant, renoncé à un poste à l'étranger pour rester près d'eux quand papa avait eu son infarctus en 2018, veillé maman lors de sa dépression post-ménopause, même prêté de l'argent à Alexandre pour son premier cabinet, qu'il n'avait jamais remboursé. Le lendemain, j'ai commencé à creuser. Pas avec les poings, non, je ne suis pas une brute, une de ces héroïnes de polar à la Simenon qui finissent en tôle. Moi, c'est le scalpel, précis, invisible, mortel. J'ai fouillé les archives familiales sur Google Drive, ces dossiers partagés que maman oubliait de verrouiller. Des factures, des mets, des secrets anodins au premier abord. Mais en creusant, en creusant. Alexandre avait détourné des fonds d'un client âgé, un veuf naïf qui lui avait confié sa fortune pour gérer en réalité, pour financer son train de vie, la Porsche, les vacances à Courchevel, les bijoux pour sa femme. Papa le savait, un mail daté de 2022, fais attention, fiston. Nettoie tes traces. Et maman? Elle avait couvert, en falsifiant un testament pour un oncle distant, afin d'héritier plutôt la maison de Neuilly. La rage s'est cristallisée en un plan. Pas un meurtre spectaculaire trop risqué, trop théâtral pour notre petit monde policé. Non, une vengeance lente, psychologique, qui rongerait leur façade comme l'acide sur le marbre. Je les détruirais de l'intérieur, exposer leurs mensonges, un à un, jusqu'à ce que leur fierté ne soit plus qu'un tas de cendres. Et pour commencer, ce dîner de Noël. Invité par pitié, ou par habitude? Peu importe. J'avais déjà commandé la digitale sur un site obscur de botanique ésotérique, prétextant une recherche pour un article freelance. Le dosage? Calculé via un forum de chimie clandestine, anonyme, introuvable. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de préparation. Par jour, je souriais à mon reflet dans le métro bondé, ligne 4 vers Bastille, imaginant leur visage quand la vérité éclaterait. Par nuit, je rêvais de leur chute, Alexandre radié du barreau, papa ruiné par des audits fiscaux, maman brisée, seule dans sa tour d'ivoire de regret. C'était logique, implacable, comme une équation de physique quantique où chaque particule conspire à l'effondrement. Et moi, au centre, non plus une ombre, mais la force gravitationnelle qui les aspire tous. Le 24 décembre est arrivé, enveloppé de guirlandes et de faux-semblants. La maison de Neuilly scintillait, sapin géant importé de Provence, dinde rôtie par un chef privé, et ce vin millésimé que papa réservait pour les grandes occasions. Alexandre était là, plus arrogant que jamais, vantant son dernier deal avec un fonds souverain. Héloïse, et toi, toujours dans tes livres poussiéreux, avait-il lancé, un sourire carnassier. J'avais ri, servi le vin empoisonné dans son verre, un simple effleurement de la carafe, invisible. À la famille, avais-je dit. Il avait trinqué, avalé une gorgée. Puis une autre. Les convulsions ont commencé au dessert. Un spasme discret d'abord, qu'il a pris pour une indigestion. Puis le verre a volé, le corps s'est arqué, et le chaos a englouti la pièce. Maman a crié, papa a pâli, les invités ou une poignée d'habitués se sont figés comme des statues de cire. J'ai appelé les secours, d'une voix tremblante de faim de panique. Vite, il ne respire plus. Les ambulanciers sont arrivés en trombe, ont emmené Alexandre vers l'hôpital de Neuilly, où les médecins ont lutté 3 heures avant de déclarer l'empoisonnement. Digital. Intentionnel. La police a débarqué à l'aube du 25, noircissant le jardin de leur gyrophare. Interrogatoire au commissariat du 16e. J'ai nié, bien sûr, les yeux rougis par des larmes artificielles. Qui pourrait faire ça à mon frère? Mais intérieurement, je jubilais. La graine était plantée. La famille se fissurait. Et ce n'était que le début. Les jours suivants ont été un balai macabre de suspicion et de silence pesant. Alexandre a survécu à peine. Plongé dans un coma artificiel à l'hôpital américain de Neuilly, branché à des machines qui bipaient comme des horloges détraquées, il était devenu le centre du monde Duval. Les journaux People, ces vautours de la haute société, ont titré discrètement « Drame familial chez les Duval, empoisonnement au dîner de Noël ». Pas de nom, bien sûr nos connexions à la préfecture veillaient mais les ragots circulaient comme une brume toxique dans les salons du 16e. Papa m'a convoqué dans son bureau,
une pièce lambrissée de chêne qui puait le cigare cubain et les secrets enfouis. Assis derrière son mahogany massif, il m'a fixé de ses yeux froids, ceux qui avaient négocié des millions sans scier. « Héloïse, dis-moi la vérité. C'est toi. » Sa voix était un murmure, chargé d'une accusation qui planait comme une lame de guillotine. J'ai secoué la tête, les mains tremblantes sur mes genoux, un tremblement calculé, appris en regardant trop de films noirs français, ces chefs-d'œuvre de Clouzot où l'innocence est une arme plus affûtée que le crime. « Comment peux-tu penser ça, papa ? C'est mon frère. Mon sang. » Les mots glissaient de mes lèvres comme du miel empoisonné, doux et mortel. Il a soupiré, frotté ses tempes grisonnantes, et sorti une pile de documents, des relevés bancaires, des captures d'écran de mes recherches en ligne sur la digitale. J'avais été négligente ? Non, imprudente dans ma fureur, laissant une trace numérique que n'importe quel privé pouvait déterrer. J'ai engagé quelqu'un, a-t-il avoué. Pour creuser. Et tes dettes, Héloïse. Ces prêts que tu n'as pas remboursés. Ta rancune envers Alex, depuis l'album. L'album. Toujours cet album maudit, ce totem de leur fierté sélective. J'ai senti une vague de nausée monter, pas de peur, mais de dégoût pur pour cet homme qui avait élevé un menteur et enterré un autre. L'album ? C'était un oubli, non ? Comme moi, depuis toujours. Ma voix s'est brisée, et pour la première fois, ce n'était pas du théâtre. Une larme a coulé, réelle, salée par 20 ans de négligence. Papa a tendu la main, hésitant, puis l'a retirée. On va régler ça en famille. Mais si c'est toi. Dieu m'en garde. Maman, elle, était effondrée. Je l'ai trouvée dans la cuisine, entourée de tasses de thé froid, les yeux rougis comme des cerises écrasées. Pourquoi, Héloïse ? Pourquoi nous ? Elle pleurait sur l'album photo, maintenant taché de larmes et de regrets. J'ai feint l'empathie, les serrer dans mes bras, son corps frêle, si différent de la femme altière qui m'avait élevé à coups de soie parfaite ou tais-toi. C'est un cauchemar, maman. Quelqu'un nouait. Et dans ma tête, un cœur railleur, oui, nous. Vous. La police, sous la houlette d'un inspecteur bourru nommé Leclerc, un type à la Simenon, avec son imperméable usé et son cynisme parisien, a fouillé la maison. Empreinte, analyse toxicologique, interrogatoire croisé. Alexandre s'est réveillé après une semaine, la voix rauque, les reins endommagés à vie où il ne remarcherait peut-être jamais sans canne, m'a-t-on dit. Sa première phrase ? Héloïse. Où est-elle ? Pas d'accusation, juste une peur primitive, animale. J'ai visité sa chambre d'hôpital, sous escorte policière, et je l'ai vue, pâle, brisée, les tubes qui serpentaient comme des veines artificielles. Pardon, a-t-il murmuré. Pardon pourquoi ? Les fonds volés ? Les années où il m'avait rabaissé, moi la raté ? Ou pour l'album, ce non-dit qui avait allumé la mèche. Mais je n'ai pas pardonné. Au contraire, j'ai accéléré. De mon studio, j'ai lancé la phase 2, l'exposition. Anonyme, bien sûr. Un compte Twitter jetable, @véritéduval, avec des leaks distillés comme du poison goutte à goutte. D'abord, le mail de papa sur les détournements d'Alexandre. Posté avec un screenshot flouté, juste assez pour titiller, le golden boy de la famille Duval, voleur en col blanc. Justice pour tout. Les retweets sont fusés aux 500 en une nuit. Puis, le testament falsifié de maman, une ombre sur son passé de prof intègre. Hypocrisie à la française, quand l'héritage se fabrique à la forge. Les médias ont mordu, Le Monde a publié un article prudent, soupçon de fraude dans une famille influente, et BFM a invité un expert en éthique familiale. La panique a gagné la maison. Papa a coupé les lignes fixes, changé les mots de passe, mais c'était trop tard. Les invités du Noël maudit se sont éclipsés, les contrats ont commencé à se tarir. Alexandre, depuis son lit d'hôpital, a exigé une confrontation. Viens me voir, Hello, s'il te plaît. J'y suis allé, armé de mon téléphone caché dans la doublure de mon manteau. Il a confessé, voix hachée par la morphine, j'ai merdé, petite sœur. Les sous. C'était pour la Porsche, pour impressionner. Papa savait, il a couvert. Mais toi. L'album, c'était une erreur. Maman voulait te mettre, mais j'ai dit que ça faisait moins clean. Point. Moins clean. Ces mots ont scellé son sort. J'ai souri, caressé sa main froide.
On s'en sortira, Alex. Ensemble. Et en sortant, j'ai posté l'enregistrement audio, sa voix, brisée, avouant tout. La vérité sort de la bouche. Les likes ont explosé, 10 000. Le barreau a suspendu Alexandre provisoirement. Papa a perdu un client qatari majeur. Maman? Elle a tenté de se suicider avec des somnifères, un soir de janvier pluvieux, sauvée in extremis par la femme de ménage philippine. Je les observais de loin, depuis un café anonyme place de l'Étoile, sirotant un espresso amer. Leur chute était une symphonie, note grave de désespoir, crescendo de paranoïa. Mais la mienne? Elle montait encore, inexorable. La phase 3 approchait, la révélation totale, celle qui les laisserait nus, exposés au vent froid de la vérité. Et pour ça, j'avais besoin d'un allié inattendu ou d'un bouc émissaire. Mon ex, Julien, ce graphiste raté du Marais qui m'avait quitté pour une vraie artiste, allait servir. Un mail anonyme, une rencontre feinte dans un bar de Belleville, et il mordrait à l'hameçon, aide-moi à ruiner les Duval. Ils m'ont tout pris. Sa rancune envers l'élite il en avait à revendre ferait le reste. La nuit tombait sur Paris, les lumières de la tour Eiffel clignotant comme un œil moqueur. J'étais prête. Non. Julien a mordu plus vite que je ne l'espérais. On s'est retrouvés dans ce bistrot miteux de Belleville, le coq chantant, où l'odeur de friture et de vin aigre imprégnait les murs comme un reproche permanent. Il était toujours le même, cheveux en bataille teints en bleu délavé, tatouages anarchistes sur les avant-bras, et ce regard fiévreux d'artiste maudit qui masque une lâcheté viscérale. « Hello, putain, qu'est-ce que tu fous dans ce merdier » a-t-il lancé en s'asseyant, une bière pression déjà à la main. J'ai souri, commandé un pastis sec l'anisette brûlante pour anesthésier les souvenirs de nos nuits folles, quand on baisait sur les toits de Montmartre en maudissant le monde. Pas un merdier, Jus. Une opportunité. J'ai glissé l'enveloppe sur la table, impression d'Élix, plus un dossier sur les Duval que j'avais gonflé de détails croustillants en faux, pour la plupart, mais assez plausibles pour un esprit comme le sien, nourri aux complots et aux manifs anticapitalistes. Les Duval, c'est l'incarnation du système. Fraude, népotisme, hypocrisie. Et moi, j'ai les preuves pour les faire tomber. Mais j'ai besoin d'un coup de main pour l'artillerie lourde, visuelle, diffusion, buzz. Ses yeux se sont éclairés, cette lueur prédatrice que j'adorais et haïssais à parts égales. En échange? De l'argent? De la gloire? J'ai ri, bas, rauque. De la vengeance partagée. Tu détestes les bourgeois autant que moi. On a passé la nuit à comploter, penchés sur nos laptops comme des sorcières modernes. Julien, avec son talent pour les montages Photoshop vicieux, a créé une série d'images choc, Alexandre photoshopé en costume rayé de prisonnier, papa en train de signer un pacte avec le diable, un faux contrat qatari truqué, maman les yeux bandés comme la justice aveugle, mais corrompue. Ça va péter, a-t-il jubilé en uploadant sur un site pirate. Moi, j'ai orchestré la vague, bot Twitter acheté sur le dark web, faux compte relayant vers les forums de droite et de gauche parce que la haine, elle transcende les clivages. Duvalgate. Dans les 48 heures, c'était viral, 50 000 mentions, des pétitions en ligne pour une enquête parlementaire, et même un thread Reddit traduit en français qui accusait les Duval de financer le lobby pro-israélien, un mensonge gratuit, mais efficace pour polariser. À la maison, c'était l'apocalypse. Papa m'a mise à la porte temporairement, jusqu'à ce que ça se tasse me jetant un chèque de 5 000 € comme on jette un os à un chien galeux. Protège-toi, Hello. Et si tu sais quelque chose? J'ai empoché l'argent, déménagé chez Julien dans son squat du 20e, un loft improvisé rempli de toiles inachevées et de bouteilles vides. Maman m'a appelé en pleurs, reviens, ma fille. Alex va mal. Les médecins disent. Impuissance permanente. Et les enfants, ils demandent après leur tante. Léa et Théo, ces petits innocents piégés dans la toile. J'ai hésité, une seconde, une fissure dans mon armure de glace. Bientôt, maman. Bientôt. Mais la culpabilité était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Au lieu de ça, j'ai creusé plus profond. Une nuit, fouillant les vieux cartons que Julien avait rapportés de chez mes parents, il avait emprunté une clé lors d'une visite amicale, j'ai trouvé la bombe, un dossier médical d'Alexandre, daté de 2015. Infertilité. Non pas à cause du poison au non, ça datait d'avant. Un accident de ski à Megève, une chute qui avait broyé ses testicules. Et pourtant, Léa et Théo?
FIV, donneur anonyme. Mais le twist, le donneur, c'était moi. Pas littéralement, bien sûr, mais via une banque de sperme? Non. Pire. Maman avait forcé Alexandre à avouer, dans une lettre manuscrite, j'ai utilisé ton ovule, hello, sans te le dire. Pour sauver la lignée Duval. Pardonne-moi. Mon sang s'est glacé. Ovule? Donné lors d'une check-up à la fac, quand j'avais 20 ans, pour aider la science. Il l'avait utilisé, en secret, pour perpétuer leur fierté. Léa et Théo étaient mes enfants biologiques, en partie. Et l'album? Pas une seule photo de moi, la génitrice fantôme. La rage a muté, devenue quelque chose de primal, presque maternel dans sa fureur. Julien m'a trouvé effondré sur le sol, le dossier en main. Quoi, hello? Parle. J'ai tout déballé, et pour la première fois, j'ai pleuré pour de bon, des sanglots qui secouaient mon corps comme une tempête atlantique. Il m'a serré, murmuré des conneries sur la résilience, mais ses yeux brillaient d'une excitation malsaine. On les finit, alors. Tout. La phase 4, l'attaque personnelle. J'ai contacté la femme d'Alexandre, Camille, via un faux profil LinkedIn. Je sais pour les enfants. Et pour le don. Elle a craqué au téléphone, voix hystérique, ils m'ont menti. C'est ton ovule? Mon Dieu, Héloïse, qu'allons-nous faire? J'ai enregistré, bien sûr. Diffusé via Julien sur un podcast anonyme, Les secrets de la dynastie Duval, enfants volés, héritage falsifié. Écoute, 100 000 en une semaine. Camille a demandé le divorce, emportant les gosses à Bruxelles. Alexandre, apprenant la nouvelle depuis son fauteuil roulant, a fait une rechute cardiaque. Papa a riposté, un avocat star, ami de la famille, qui m'a traîné en diffamation. Audience au tribunal de grande instance de Paris, sous un ciel de plomb de février. Je me suis présenté en tailleur noir, cheveux tirés, l'air d'une veuve éplorée. Ce sont des faits, monsieur le juge. Des preuves. Les leaks étaient anonymes, mais les soupçons pointaient vers moi. Le juge, un vieux renard à la robe usée, a ajourné, enquête en cours. Dehors, les paparazzi guettaient, flash comme des balles. Cette nuit-là, seul dans le squat, Julien partit réseauter avec ses potes activistes, j'ai douté. Était-ce la vengeance, ou juste la destruction? Les Duval saignaient, oui, fortune entamée de 30%, réputation en lambeaux. Mais moi? J'étais une paria, traquée par la police, hantée par les visages de Léa et Théo. Un appel anonyme de maman, revient. On pardonne. S'il te plaît. Sa voix, brisée, m'a transpercé. J'ai raccroché, avalé un cachet de Xanax volé à Julien. Demain, la phase 5, l'héritage. Tout ou rien. Le printemps 2025 a apporté avec lui une moiteur traîtresse, comme si Paris elle-même conspirait à étouffer les secrets sous un voile de pollen et de mensonges. J'avais pris l'habitude de marcher des heures le long de la Seine, observant les péniches paresseuses glisser sous les ponts, imaginant ma vie comme un de ces fleuves, sinueux, impitoyables, charriant les cadavres de mes illusions. Julien était devenu mon ombre, mon amant par intermittence des étreintes rageuses sur le matelas crasseux du squat, où le plaisir se mêlait à la haine comme du vin coupé d'eau croupie. T'es une force, hello, murmurait-il après, traçant des cercles sur mon ventre marqués par des vergetures invisibles. Mais je savais, il en voulait à l'argent, à la gloire virale. Bientôt, il me trahirait. Je le sentais dans ses regards fuyants, comme un amant infidèle qui prépare ses valises. La phase 5 visait l'héritage, ce Graal familial que papa serrait comme un bouclier contre l'oubli. La maison de Neuilly, estimée à 3 millions, plus les portefeuilles d'actions, les assurances vie où tout convergeait vers Alexandre, l'héritier désigné. Mais avec sa suspension du barreau et son divorce en cours, les créanciers rôdaient, huissiers aux lèvres minces, prêts à saisir. Mon plan? Inverser le flux. J'ai contacté un notaire véreux du 8e, un certain Moreau que j'avais débusqué via un forum d'avocats désabusés. J'ai des infos sur les Duval. Fraude fiscale, tout. Rendez-vous dans un salon de thé anonyme près de l'Opéra, où l'odeur de croissant brûlé masquait nos tractations. Moreau était un rat, petit, chauve, avec des lunettes cerclées d'or qui reflétaient sa cupidité. « Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle ?» J'ai glissé une clé USB, faux document, mais étayé par les vrais leaks, montrant des évasions via des comptes suisses. Faites un rapport anonyme aux impôts. En échange,
20% de ce que vous récupérez sur une erreur dans leur succession. Il a ricané, signé. 2 semaines plus tard, les fiscs ont débarqué à Neuilly, perquisition, scellée sur les coffres, papa emmené pour audition. Les journaux ont titré « L'Empire Duval vacille, enquête pour blanchiment ». Maman s'est effondrée pour de bon. Appel à 3 heures du matin, Héloïse, c'est la fin. Ton père. Il a un cancer. Stade 3. Le stress. Cancer du pancréas, diagnostiqué lors d'un check-up forcé par l'hôpital. Ironie cruelle, le poison que j'avais dosé pour Alexandre avait épargné papa, mais ma vengeance l'achevait à petit feu. J'ai foncé à l'hôpital Cochin, où il gisait, jaunâtre, relié à des perfusions comme un arbre desséché. Papa. Il a ouvert les yeux, voilé de morphine. C'est toi, hein? Tout ça. Pas une question, une sentence. J'ai hoché la tête, enfin, libéré du masque. Oui. Pour l'album. Pour tout ce que vous m'avez volé. Mon ovule, mes enfants, ma place. Il a ri, un râle humide. Tes enfants? Léa et Théo. Ils te ressemblent, tu sais. Les yeux. Puis, plus bas, pardon, petite. On voulait te protéger. De l'échec, de la déception. Protéger? J'ai serré sa main, les ongles enfoncés jusqu'au sang. Vous m'avez tué, papa. Lentement. Il est mort 3 jours plus tard, un mardi de mai pluvieux, entouré de notaires et de regrets. L'enterrement à Père-Lachaise a été un cirque discret, 30 personnes, dont Julien incognito au fond, filmant pour un docu qu'il mijotait. Maman, voilée de noir, m'a giflé publiquement, assassin. Les flashs ont crépité. Alexandre, libéré de l'hôpital mais en chaise roulante, a exigé une trêve. Rencontre au café de Flore, sous les yeux curieux des touristes. Arrête, Hello. Pour les gosses. Camille les a emmenés, mais je peux les ramener. Sa voix tremblait, brisée par les analgésiques. J'ai regardé ses mains d'avocat qui avaient falsifié des vies, et j'ai sorti l'ultime carte, un test ADN, commandé en secret, prouvant le lien génétique. Ce sont mes nièces, Alex. Mes filles, en partie. Et tu les as volées. Il a blêmi, supplié, on partage. Tout. Mais je n'ai pas cédé. Au lieu de ça, j'ai leaké le test via Julien, qui l'a monétisé en trade payant sur Substack, le scandale Duval, une sœur vendue pour la postérité familiale. La vague a submergé, médias internationaux, débat sur France Inter sur l'éthique des dons gamétiques, pétition pour réformer les banques de sperme. Maman a été internée, diagnostiquée dépression sévère avec tendance suicidaire. Je t'ai aimé, Héloïse, m'a-t-elle écrit d'une clinique de banlieue. Mais tu étais si fragile. Fragile. Le mot qui m'avait défini, gravé dans ma chair comme une marque au fer. Julien, sentant la fin approcher, a tenté de me doubler, vendre des leaks à un tabloïd belge pour 50 000 €. J'ai découvert l'email, et la nuit suivante, dans le squat, je l'ai confronté. Traître. Il a ri, ivre, c'est le jeu, bébé. La vengeance, c'est business. J'ai attrapé le couteau de cuisine, l'amas dentelé pour les steaks trop durs. Pas pour moi. La lame a effleuré sa gorge, pas plus au juste assez pour qu'il sente la peur, viscérale, comme Alexandre sous la digitale. Il a filé à l'aube, emportant son laptop et nos illusions. Seul, j'ai réalisé, la vengeance m'avait consumé. Mais il était trop tard pour reculer. Phase 6, la confrontation finale. Avec les restes des Duval. L'été 2025 s'est abattu sur Paris comme une vengeance divine, canicule suffocante, bitume fondant sous les semelles, et une humidité qui collait les regrets à la peau comme une seconde épiderme. J'avais vendu le squat de Julien ou ce qu'il en restait pour un maigre pactole, et m'étais installé dans un hôtel borgne de la rue Saint-Denis, un de ces vestiges haussmanniens reconvertis en refuge pour âmes perdues. De ma fenêtre, j'apercevais les néons des pipe-shows clignoter comme des avertissements, et la nuit, les cris des putes et des poivreaux se mêlaient à mes insomnies. Les leaks continuaient à goûter, automatisés via un script que Julien avait laissé derrière lui un cadeau empoisonné, ironie du sort. Alexandre m'avait retrouvé via un détective privé, un mastodonte au nom de Kowalski qui puait le tabac froid. Appel anonyme, rencontrons-nous. Pour les enfants. J'ai accepté, curieuse de voir jusqu'où la pourriture familiale pouvait s'étendre.
Lieu, un parc anonyme du bois de Vincennes, banc sous un chêne centenaire, où les feuilles bruissaient comme des murmures de fantômes. Il est arrivé en taxi adapté, chaise roulante grinçante, vêtu d'un polo fané qui pendait sur son corps amaigri. Hello. Sa voix était un fil, tendu à rompre. À ses côtés, un avocat au pas le sien, un indépendant, queue de cheval et air de hippie radical. On veut un accord, a-t-il commencé. Les fiscs ont saisi 70% des biens. La maison vendue aux enchères. Maman est en maison de repos, catatonique. Et les gosses. Camille exige une pension que je n'ai plus. J'ai croisé les jambes, allumé une gauloise vis héritée de papa, pour masquer l'odeur de la trahison. Et il a sorti un dossier, acte de donation. La part restante de l'héritage, 200 000 € en liquidité cachée au Caïman, pour moi. En échange? Silence. Retrait d'Élix. Visite aux enfants. Léa demande après toi. Elle a tes yeux, Hello. Tes yeux verts, comme maman. Le piège était évident, un piège à rat émotionnel, conçu pour me ramener dans le giron, pour blanchir leur nom au prix de mon âme. J'ai ri, un son sec comme un coup de feu dans le parc désert. Tu crois que de l'argent efface ça? L'ovule volé, les mensonges, l'album qui m'a effacé? L'avocat a intervenu, voix mielleuse, c'est une offre généreuse. Où on va en justice? Diffamation, chantage. Chantage. Le mot a allumé une étincelle. J'ai attrapé le dossier, les déchiré en confettis qui ont dansé dans la brise chaude. Allez vous faire foutre. Tous. Je suis parti, le cœur battant, mais pas de peur ou d'euphorie. La phase s'y culminait, la destruction totale. De l'hôtel, j'ai lancé le missile final. Un manifeste, rédigé en une nuit fiévreuse, la vérité des Duval, une confession. Posté sur un blog dédié, relayé par des influenceurs anti-élites que Julien avait dans son réseau. Tout y était, le poison, avoué, avec dosage et source, l'ovule, les fraudes, et une lettre ouverte à Léa et Théo, je suis votre tante, mais aussi votre mère biologique. Pardonnez-moi de vous avoir privé de vérité. Vu, 1 million en 24 heures. Les chaînes d'infos en boucle, débats enflammés sur CNews et LCI, la revanche d'une fille bannie ou un crime calculé. La police a frappé à ma porte à midi, Leclerc en tête, menottes à la main. Héloïse Duval, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, diffamation aggravée et violation de vie privée. J'ai souri, tendu les poignets. Enfin. Le trajet au commissariat, sirène hurlante à travers les boulevards engorgés, était une délivrance. Pas de cris, pas de supplications, juste un calme olympien, comme si j'avais enfin achevé le puzzle. Alexandre s'est suicidé cette nuit-là. Pistolet de papa, trouvé dans un tiroir secret. Une balle dans la tempe, lettre, pardon à Hello. C'était moi, le poison de la famille. Mensonge noble, pour me couvrir? Ou culpabilité finale? Maman, apprenant la nouvelle en clinique, a fait une attaque, AVC massif, paralysie partielle. Les enfants, rapatriés par les services sociaux, ont été placés en foyer au Camille en fuite, accusés de complicité passive. Au parloir de la santé, j'ai reçu une visite, une assistante sociale, dossier sous le bras. Les petites veulent vous voir. Si vous plaidez coupable, on accélère les droits de visite. J'ai hoché la tête, imaginant leur visage mes visages. La vengeance avait gagné, les Duval n'étaient plus qu'un nom sali, un cas d'école en criminologie française. Mais le prix? Ma liberté, mon humanité. Dans ma cellule, sous les néons crus, j'ai fermé les yeux. L'album oublié n'existait plus. Seulement moi, et les ombres que j'avais forgées. Pourtant, au fond, une graine persistait, reconstruction. Avec Léa et Théo. Peut-être. L'automne 2025 a enveloppé Paris d'un manteau ocre et mélancolique, les feuilles mortes craquant sous les pas des promeneurs comme des os brisés sous une botte. La maison d'arrêt de la santé, avec ses murs séculaires imprégnés de désespoir, était devenue mon nouveau bocal, routine rythmée par les claquements de portes métalliques, les repas fades sur des plateaux en plastique, et les nuits hantées par des rêves où l'album photo prenait vie, ces pages se retournant d'elles-mêmes pour me montrer un visage absent, le mien. J'avais plaidé coupable, bien sûr. Pas par remords, mais par logique, un deal avec le procureur pour une peine réduite 8 ans ferme, avec libération conditionnelle après 4, en échange d'un témoignage complet sur les fraudes familiales.
Vous avez détruit une lignée, m'avait dit le juge lors du verdict, un homme aux rides profondes comme des sillons de labour. Mais vous avez aussi exposé ses vices. La société vous remercie. À sa manière. Les audiences avaient été un cirque médiatique, journalistes massés devant le palais de justice, micros tendus comme des lances, et des pancartes brandies par des féministes radicales justice pour les femmes effacées, ou des conservateurs outrés clamant la décadence des élites. Maman, en fauteuil roulant, avait témoigné d'une voix monocorde, droguée aux antidépresseurs, elle était ma fille. Notre erreur. Erreur. Le mot avait résonné dans la salle comme un glas, et pour la première fois, j'avais vu des larmes sur son visage ravagé pas pour moi, mais pour le fantôme d'Alexandre, pour le vide où papa aurait dû être. Elle était morte 2 mois plus tard, d'une pneumonie négligée en maison de repos, enterrée à côté de lui à Père-Lachaise sans fleurs ni cérémonie. Les enfants Léa et Théo étaient le seul fil ténu reliant mon présent au futur. Les visites supervisées avaient commencé en juillet, dans une salle au mur beige du centre familial de la Villette. Léa, 8 ans, aux cheveux châtains comme les miens, m'avait fixé avec ses yeux verts perçants. « Tantello, pourquoi t'es en prison? T'as fait mal à papa ?» J'avais dégluti, cherchant les mots justes, ceux qui ne briseraient pas plus. J'ai été en colère, ma puce. Très en colère. Mais je vous aime. Plus que tout. Théo, 6 ans, plus timide, avait dessiné un cœur sur une feuille volante, et ça avait suffi à fissurer ma carapace, un sanglot étouffé, vite essuyé. Camille avait finalement coopéré, signant les papiers pour une adoption partagée une fois ma libération. Pour les gosses, avait-elle dit lors d'une visio tendue. Pas pour toi. Amère, mais pragmatique, le genre de femme qui survivait au Duval mieux que quiconque. Julien? Disparu dans la nature après le leak final, rumeur de fuite à Berlin avec l'argent sale. Un mandat d'arrêt pour recel, mais il était un fantôme, comme moi autrefois. Dans ma cellule, j'écrivais. Pas des excuses, non un journal, des fragments de cette saga familiale, pour Léa et Théo un jour. La vengeance n'est pas une fin, mais un miroir. Elle te montre qui tu es vraiment, monstre ou survivante? Les co-détenus, ces sororités forcées de la petite roquette voisine, écoutaient mes bribes lors des promenades en cours. Une maghrébine voilée, arrêtée pour trafic, hochait la tête. T'as eu raison, sœur. Les riches, ils nous bouffent vivants. Une autre, ex-prostituée, riait. Moi, j'aurais brûlé la baraque. T'es classe, toi. Libéré en conditionnel en mars 2026 bonne conduite, témoignage clé pour l'accusation dans les affaires Duval, j'ai atterri dans un foyer de réinsertion du 13e, un appartement fonctionnel avec vue sur les tours de la cité. Paris m'avait changé, plus de flâneries romantiques sur les quais, juste des trajets utilitaires en RER, dossier sous le bras pour un job de rédactrice web anonyme. Les leaks avaient fait de moi une légende underground, un podcast vengeance à la française cartonnait, et des lettres affluaient admiratrices, à terre, curieuses. La première sortie avec les enfants a été au Jardin des Plantes, sous un soleil timide de printemps. Léa tenait ma main, Théo trottinait avec un cerf-volant en papier. « Raconte-nous l'album, tante » a demandé Léa, espiègle. J'ai souri, le cœur serré. C'était une histoire incomplète. Mais maintenant, on en écrit une nouvelle. Avec nous 3. Pas de fin heureuse hollywoodienne, la vie n'est pas ça, pas en France, où les cicatrices se portent comme des médailles ternies. Mais une paix, fragile, comme un verre de Sancerre après la tempête. Parfois, la nuit, je rouvre l'album mental, leur visage, figé dans la fierté factice. Et je me dis, j'ai gagné. Pas en détruisant, mais en survivant. En étant vu, enfin. Ce dont je suis fier? Moi. Et ça, personne ne pourra l'effacer.